Chronique Siliane. Livre 1. L'ordre nouveau. Chapitre 2. Étrange rencontre. Le lendemain, Nadioska ne savait toujours pas quoi faire de Lige. Elle y avait réfléchi presque toute la nuit, tournant et retournant sans cesse dans son lit. Lorsqu'elle avait enfin réussi à s'endormir, elle avait plongé dans un rêve bizarre. Le vieux monsieur, qui lui avait jadis sauvé la vie, se tenait devant elle sur une pile de débris au milieu des déflagrations de Caxido. Les poings sur les hanches, il ne cessait de lui répéter sur un ton de reproche : « Tu as promis, tu as promis !» Il avait ensuite disparu pour faire place à l'étrange engin argenté qu'elle avait vu en quittant la planète. Il flottait dans l'espace devant elle tandis que les explosions se produisaient de tous côtés. L'objet avait légèrement pivoté, puis brusquement foncé vers elle. Elle s'était alors réveillée en sursaut. Suite à ce rêve, elle n'avait pas réussi à se rendormir et en se levant quelques heures plus tard, elle ne savait toujours pas quelle décision prendre au sujet du garçon. Elle se sentait incapable de le garder, mais elle ne pouvait pas oublier qu'elle s'était engagée auprès de sa mère. Comment avait-elle pu faire une telle chose ? Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui lui était passé par la tête à ce moment-là. Bien sûr, les circonstances étaient particulières et elle n'avait pas cessé de penser à sa propre expérience, mais tout de même, pourquoi ? Elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine, quand Lige entra en se frottant les yeux. Ils étaient rouges et cernés, ce qui contrastait avec son petit visage pâle. Il avait probablement dû beaucoup pleurer, et pas beaucoup dormir. « Ça va ? demanda Nadioska avec douceur. Elle savait bien que poser cette question était stupide, mais quoi lui dire ? Il se contenta de hausser les épaules sans parler et se hissa sur un des sièges, tandis qu'elle mettait les 2 assiettes sur la table avant de s'asseoir en face de lui. Tout en commençant à manger, elle tenta une ébauche de conversation. « Tu n'es pas très bavard » murmura-t-elle d'une voix douce. Le garçon secoua négativement la tête et resta silencieux. « Tu as de la famille que je pourrais contacter » continua-t-elle espérant secrètement que cela résoudrait ses problèmes. Il leva les yeux vers elle et la regarda avec une étrange intensité pendant plusieurs secondes avant de revenir au contenu de son assiette et d'avaler une bouchée sans grande conviction. « Personne » insista-t-elle gentiment, ne sachant pas trop comment interpréter sa réaction. Devant le silence de Lige, elle abandonna. « Nous devons bientôt atterrir sur la planète Tido » affirma-t-elle. « Nous irons faire un tour en ville ensemble afin de te trouver des vêtements. D'accord ?» Il hocha la tête et retourna son attention sur son petit déjeuner. De nouveau, elle se remémora sa propre expérience et prise d'un élan de compassion, elle posa tendrement une main sur la joue de l'enfant. « Lige, dit-elle d'une voix douce, je comprends ce que tu ressens. Ce n'est pas facile, mais on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Il faut faire avec. On va s'en sortir tous les deux, n'est-ce pas ?» Il leva les yeux vers elle, esquissa un faible sourire, puis hocha légèrement la tête en signe d'accord. « Procédure de mise en orbite amorcée » annonça la voix de Vin. « Termine de manger » dit-elle à l'intention du garçon. « Je vais m'occuper de l'atterrissage. » Quelques minutes plus tard, ils marchaient dans les rues de Femsi, la capitale de Tido, tandis que le soleil se couchait. Chaque monde fonctionnait avec ses propres tranches horaires, et parfois il y avait également un calendrier local, ce qui ne facilitait en rien la vie des marchands. Toutefois, les boutiques des capitales planétaires restaient ouvertes toute la nuit pour les visiteurs provenant du reste de la Confédération. Nadioska emmena Lige dans divers magasins essayant même de paraître gaie, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Elle n'avait pas vraiment pris de décision, mais dans un premier temps elle avait choisi de parer au plus pressé. Elle procura quelques vêtements à Lige, ainsi que plusieurs affaires de toilette. Entre 2 boutiques, ils s'arrêtèrent quelques minutes dans une petite buvette. Elle y commanda quelque chose de chaud pour elle et offrit une boisson sucrée au garçon. Il paraissait aller un tout petit peu mieux, et parfois, allait même jusqu'à émettre un faible sourire. Après avoir fait le point sur l'argent qu'elle pouvait encore dépenser, elle décida de lui acheter un ordi-livre. Dans sa bibliothèque, elle ne possédait aucun livre pour enfants et comme il semblait apprécier la lecture, elle se dit que cela lui changerait un peu les idées. Enfin, il fut temps de reprendre le chemin de l'astroport. La nuit était complètement tombée et seules les devantures des échoppes ouvertes éclairaient les avenues. Nadioska portait les nombreux sacs contenant les achats qu'elle avait faits. Lige, quant à lui,
avait insisté pour garder l'ordi-livre qu'il serrait contre lui comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Une des artères qui menaient à l'astroport n'était constituée que de simples habitations, excepté 2 infâmes tripots, situés l'un en face de l'autre afin de mieux se faire concurrence. Il s'était installé juste à l'une de ces entrées, et accueillait à bras ouverts tous les petits marchands qui venaient noyer leur solitude dans un peu de bière locale. Des rires et de la musique se répandaient par les portes grandes ouvertes, tandis que le reste de la rue baignait dans la pénombre et un relatif silence. Nadioska et Lige s'engagèrent dans cette rue pour rejoindre l'astroport. Alors qu'ils n'avaient parcouru que quelques mètres dans l'artère, une silhouette vêtue d'une cape noire, une capuche retombant partiellement sur le visage, sortit brusquement du nulle part et se posta devant eux. Nadioska et Lige, surpris, s'arrêtèrent en sursautant à moitié. La silhouette s'était déplacée sans bruit, avec une grâce presque féline, un doux parfum sucré flottait dans l'air, comme l'odeur d'un fruit gorgé de soleil. La jeune marchande eut un léger mouvement de recul. Sur le coup, elle pensa qu'un voleur voulait les agresser, leurs bras chargés d'achats de toutes sortes étaient une situation bien tentante pour quelqu'un de peu scrupuleux. Toutefois, la silhouette ne fit aucun geste brutal. « Vous devriez faire attention Nadioska », dit la forme drapée de noir. Il s'agissait de la voix d'un homme. Étrangement douce et amicale, elle contrastait avec l'allure inquiétante du personnage. La jeune marchande fixa l'inconnu, essayant de percer les ténèbres pour voir son visage. C'était peine perdue, les lumières éclairaient derrière lui et sa capuche le protégeait des regards. « Vous me connaissez » demanda-t-elle avec hésitation. « En quelque sorte » répliqua-t-il de façon mystérieuse. « Qui êtes-vous ? » « Vous ne devriez pas vous occuper de moi » affirma-t-il en conservant son ton amical. « Inquiétez-vous plutôt de votre situation, et de la sienne » ajouta-t-il en montrant Lige. « Savez-vous ce qu'il s'est réellement passé sur Caxido ? Ce qu'en pensent les autorités de la Confédération ? Et les conglomérats ?» Nadioska resta bouche bée. Non, elle n'en avait aucune idée et elle se rendit compte qu'elle ne s'était même pas posé la question. Elle avait été si préoccupée par Lige, qu'elle en avait complètement oublié tout le reste. Devant son silence, l'homme reprit. Les autorités policières confédérées recherchent les vaisseaux qui ont réussi à quitter Caxido. Ils pensent que l'un d'entre eux a installé les différentes bombes. Ils possèdent le nom de votre cargo. Je n'ai rien à me reprocher, répliqua Nadioska choquée par l'accusation sous-jacente. Je vais contacter la section APC basée sur cette planète. Non, vous ne ferez pas cela, ordonna l'homme avec une soudaine fermeté. Pourquoi ? S'exclama-t-elle. Parce que vous êtes en danger, affirma-t-il. Ceux qui ont posé les bombes dans les vaisseaux des conglomérats ont également les noms des cargos qui ont réussi à partir. Ils ne souhaitent laisser aucun témoin vivant. Comment savez-vous tout cela ? Et qui êtes-vous d'abord ? L'homme ne répondit pas. Nadioska eut l'étrange impression qu'il souriait, mais à cause de la pénombre elle ne put s'en assurer. Croyez-moi sur parole, répliqua-t-il en ignorant la question de la jeune femme. Quittez cette planète et restez très discrète. Mais j'ai besoin de travailler, protesta-t-elle. Je vais être obligée de continuer à transporter des marchandises et à chaque fois que je vais le faire, mon inscription au grand central marchand sera nécessaire. N'importe qui pourra ensuite savoir où je me trouve et où je vais. Alors, ne vous inscrivez pas, répondit-il. Impossible, s'exclama-t-elle outrée. Aucun vendeur n'acceptera ça. Ce système permet de garantir que les produits arriveront à bon port et que... Il existe une structure parallèle, affirma l'homme. La confrérie des pirates, s'écria Nadioska. Hors de question. Votre vie est en jeu, reprit l'inconnu. En dehors de l'APC et des poseurs de bombes, vous oubliez que dans cette affaire, il y a aussi les conglomérats. Dites-moi quelle valeur peut avoir votre existence pour ces gens ? Pensez-vous que l'une ou l'autre de ces parties soit capable de suffisamment de pitié pour vous épargner ? Imaginez-vous réellement qu'ils hésiteront à vous tuer s'ils décident que vous les gênez ? Vous avez été mêlé par hasard à quelque chose qui vous dépasse, enfin peut-être pas par hasard finalement, dit-il en baissant la voix et en regardant Lige. Un silence pesant s'installa. Nadioska commençait à sentir une sourde panique monter en elle. Vexée de ne pas avoir réfléchi auparavant aux conséquences des événements de Caxido, elle reporta sa colère sur l'inconnu. « Mais qui êtes-vous à la fin » s'exclama-t-elle avec force. Il se mit à rire doucement.
Si je ne me trompe pas à votre sujet, dit-il en jetant un autre rapide coup d'œil à Lige, alors vous le saurez un jour. Des rires tonitruants éclatèrent au bout de la rue. Deux hommes sortaient de l'un des tripots en se tenant l'un l'autre pour tenter de retrouver un équilibre qu'ils avaient dû perdre au fond de quelques litres d'alcool. Je dois partir, murmura l'individu en noir. Mais rappelez-vous, jeune fille. Ne faites confiance à personne et surtout pas aux agents de l'APC. À bientôt, Nadioska Flomanten. Je pense que nous nous reverrons. Il la contourna sans faire aucun bruit et s'enfonça dans l'obscurité. Lorsqu'elle voulut le suivre des yeux, elle constata qu'il ne se trouvait tout simplement plus là. Quoi? Il a disparu? C'est impossible. Il était juste à 2 mètres de moi. Lige, tu as... Nadioska se retourna vers l'enfant et s'arrêta net dans sa phrase. Lige souriait mystérieusement en fixant l'endroit où l'homme s'était volatilisé. Tu le connais? Lui demanda-t-elle. Non, répondit-il en haussant les épaules. Vraiment? Insista-t-elle, sentant qu'il y avait anguille sous roche. Oui, vraiment, répliqua le garçon avec véhémence, vexé par l'attitude de Nadioska. Je ne mens pas. Bon, dit-elle avec une pointe d'agacement, on retourne au cargo maintenant. Elle n'aimait décidément pas du tout la tournure des événements. Elle devait l'avouer qu'elle n'avait pas pris le temps de réfléchir à ce qu'elle avait vécu sur Caxido, et pourtant, la Confédération n'avait pas connu ce genre de violence depuis plusieurs centaines d'années. Qui donc s'était permis de poser des bombes à l'intérieur des vaisseaux des plus grands conglomérats? Elle sursauta malgré elle. Des bombes à l'intérieur des vaisseaux? Mais pour y rentrer, il fallait montrer patte blanche. Les miliciens n'auraient jamais autorisé de laisser monter des gens armés ou détenant des explosifs. C'était totalement impensable. Chaque visiteur devait passer par une série de sas de vérification tous munis de scanners. Impossible de les éviter, à moins d'avoir des complices à bord. Des complices dans plusieurs des plus puissants conglomérats marchands? La jeune femme sentit une vague de panique la submerger. Ceux qui avaient fait cela contrôlaient d'énormes moyens, en plus d'une solide organisation. L'individu en noir avait raison, la vie d'une petite marchande ne valait rien dans tout cela. Elle passa et repassa les détails de l'événement dans sa tête, sachant très bien qu'au sein de la guilde, on pouvait aisément la considérer comme perte négligeable. La structure de la guilde des marchands avait vu le jour peu de temps après la création de la Confédération des planètes. À l'époque, les tout premiers transporteurs étaient indépendants, et ne subissaient aucun contrôle de la part des autorités. Cette indépendance s'était rapidement transformée en de multiples désordres et en escroqueries. Les prix fluctuaient sans cesse, sans raison particulière. Certains biens allaient même jusqu'à disparaître de façon fort mystérieuse. Les gouvernants, excédés par ces pratiques, avaient fait de nombreuses réclamations auprès de la caste dirigeante de la Confédération. Les planètes voulaient un système commercial fiable et transparent sur lequel elles pourraient se reposer. Le gouvernement central avait compris la nécessité d'agir sans délai sous peine de voir son fragile équilibre s'évanouir. Il avait établi les bases d'une nouvelle entité, la Guilde des marchands. La première décision de cette structure avait été de créer un réseau informatique global nommé le Grand Central Marchand. Chaque transaction réalisée devait y être déclarée quelle que soit la planète. Les autorités policières confédérées, plus généralement appelées APC, avaient un droit d'accès illimité à la banque de données du Grand Central. Outre le fait de sécuriser les contrats en sanctionnant sévèrement les délits, l'APC s'occupait aussi de fournir toutes les informations utiles à l'agence financière confédérée dans le cadre du calcul des taxes. Un interdit engendrant toujours une transgression, au fil des ans, ce système ultra surveillé avait créé, de façon naturelle, un réseau parallèle. Des marchandises illégales avaient commencé à circuler et bien sûr, l'APC avait agi en conséquence pour les arrêter. Chaque trafiquant, pris en flagrant délit de transport de biens non répertoriés dans le Grand Central, était condamné à travailler sur les planètes prisons pour le reste de ses jours. Son cargo et toutes ses possessions étaient vendus aux enchères, et l'argent ainsi récupéré revenait d'office à l'agence financière confédérée, laissant les familles du contrevenant sans aucune ressource. Afin de se protéger contre cette police aux méthodes radicales, les transporteurs clandestins avaient mis leurs forces en commun en se rassemblant dans une organisation illégale connue sous le nom de Confrérie des Pirates Marchands. Elle avait atteint une telle ampleur, que bientôt elle eut les moyens de se faufiler entre les mailles des filets tendus par l'APC.
L'achat de certaines technologies plus ou moins légales, et une coordination efficace avaient rendu chaque pirate difficile à prendre en flagrant délit. Une fraction des bénéfices des ventes revenait directement à la confrérie, et cette dernière n'hésitait pas à redistribuer une partie de l'argent à ses membres les plus démunis. Chacun pouvait donc se vanter de posséder les mêmes chances de réussite. L'organisation se révélait tout autre à l'officielle guilde des marchands. La solidarité n'existait pas et les fortunes, fort diverses, reflétaient un monde sans pitié. Au sommet de la pyramide se plaçaient les puissants gros conglomérats. En général contrôlés par une famille de notables dont les capitaux gigantesques dépassaient l'entendement, ils avaient leur propre milice aux agissements souvent discutables. Certains allaient même jusqu'à dire qu'ils étaient les véritables dirigeants de la Confédération, et que la caste au pouvoir ne se constituait que de pantins obéissant à leurs ordres. Malgré tout, aucune de ces rumeurs n'avait débouché sur des faits tangibles. Nadioska, perdue dans ses pensées, revint à la réalité une fois arrivée devant son cargo. Elle envoya Lige ranger ses nouvelles affaires dans sa chambre, pendant qu'elle se renseignait sur les événements de Caxido grâce au RIC, le réseau d'information confédéré. Il fonctionnait globalement comme le grand central marchand. On pouvait s'y connecter, rechercher des informations particulières et également diffuser des messages du moment que l'on connaissait le nom de code de son interlocuteur. Le réseau ne fournissait pas beaucoup d'éclaircissements supplémentaires sur Caxido, mais insistait sur la gravité de la crise. Certains analystes politiques considéraient même cet attentat comme le début possible de la chute de la Confédération. Nous voici à un moment clé de notre existence, avait déclaré le porte-parole du grand chancelier Hicham. Si nous ne réagissons pas rapidement en donnant plus de pouvoir à l'APC, notre société telle que nous la connaissons va bientôt disparaître sous les coups d'une poignée d'extrémistes qui ne souhaitent qu'une chose, le chaos total. La fin de notre civilisation. Un débat avait été lancé au Sénat, mais personne n'était d'accord sur les conclusions à en tirer. On ne savait pas qui avait posé les bombes, ni pourquoi. Pour faciliter le tout, les porte-paroles des gros conglomérats refusaient d'expliquer la raison de leur étrange rendez-vous sur une planète aussi éloignée. Par contre, une chose était sûre, beaucoup de monde s'inquiétait. Pour clore le dossier, le RIC diffusait le nom des 3 cargos qui avaient réussi à quitter Caxido, mais sans formuler d'accusation directe. Ils étaient juste recherchés en tant que témoins pour complément de renseignements sur l'attentat. Le réseau signalait toutefois qu'aucun des 3 ne s'était présenté à l'APC et que cela en soi, pouvait se révéler comme douteux. Agacée par le manque d'informations claires et les insinuations masquées, Nadioska se déconnecta du RIC, à nouveau, se força à réfléchir. Si elle restait là, dans peu de temps, quelqu'un allait découvrir le Vinestan et la dénoncer à l'APC. De nombreuses questions se bousculaient dans sa tête. Devait-elle se présenter d'elle-même ou bien devait-elle suivre les conseils de l'inconnu ? Pour l'instant, personne ne l'accusait, mais plus elle attendait, plus elle devenait une coupable potentielle. Et puis, qui était cet individu qui l'avait abordée pour lui expliquer qu'elle se trouvait en danger ? Comment avait-il pu se volatiliser si brusquement ? Il avait disparu tout comme l'étrange vaisseau argenté en orbite autour de Caxido. Y avait-il un rapport ? Et pourquoi l'homme l'avait-il averti ? Avait-il fait la même chose avec les 2 autres cargos ? Soudain, elle fit une curieuse association d'idées et l'image de la mère de Lige lui revint en mémoire. Elle a eu un comportement bizarre avec moi, pensa-t-elle. Pourquoi m'a-t-elle dit « je le savais » en me voyant arriver ? Et l'homme m'a expliqué qu'il me connaissait en quelque sorte. Un simple hasard ? Non. Impossible. Et puis les parents de Lige ne semblaient pas à leur place sur Caxido. Ils paraissaient trop classe pour cet endroit. Tout cela est lié, je le sens. Elle se dirigea vers la chambre de Lige d'un pas décidé. Ce dernier terminait de ranger ses nouveaux vêtements avec une minutie rare pour un enfant de son âge. « Il faut qu'on parle tous les 2, affirma-t-elle sur un ton grave. Le garçon se retourna et la regarda d'un air à la fois étonné et inquiet. « Qu'est-ce que tes parents faisaient sur Caxido ? » Ils s'occupaient du hall des transactions, répondit-il troublé. C'est tout ? Je ne sais pas trop, balbutia-t-il. Vous avez toujours habité sur Caxido ? Insista-t-elle. Non. Sur quelle planète viviez-vous avant ? Je ne peux pas le dire, répliqua l'enfant de plus en plus mal à l'aise. Pourquoi ?
Tu ne sais pas où c'était? Si, je sais, mais je n'ai pas le droit de le dire à des étrangers, avoua-t-il en baissant les yeux. Pas le droit? Mais qui t'a interdit? Mes parents, répondit-il à contre-cœur. Mais pourquoi? Insista-t-elle, décidée à obtenir un début d'explication. Parce que c'est un secret. Personne ne doit le dire, murmura Lige. Devant l'attitude de l'enfant, Nadioska se rendit compte qu'elle avait particulièrement manqué de tact. Elle soupira et s'assit sur le lit en essayant de retrouver son calme avant de reprendre d'une voix plus douce. Écoute Lige. Les choses ne vont pas très bien en ce moment pour nous deux, admit-elle. Je pense qu'il y a un lien entre tes parents et le type que nous avons croisé. Il faut que tu me racontes ce que tu sais, c'est vraiment très important. Ton père faisait autre chose que de s'occuper du hall des transactions, n'est-ce pas? Oui, avoua l'enfant au bord des larmes. Il connaissait l'homme que nous avons vu ce soir? Peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce que ton père faisait exactement? Il réunissait des informations, admit-il à contre-cœur. Un espion ou quelque chose comme ça? Continua Nadioska refusant de lâcher prise. Je ne sais pas, je ne crois pas, on ne l'appelait pas comme ça. Pour qui est-ce qu'il faisait ça? C'est un secret. Elle soupira encore une fois. Sur cette affaire de Caxido, il y avait donc un nouvel intervenant, un groupe d'individus qui réunissaient des informations et qui avaient décidé de la prévenir du danger. Pour autant, le dossier ne semblait pas plus clair, et pour clore le tout, Lige avait commencé à pleurer en silence. Oh, je suis désolée, murmura-t-elle en le prenant dans ses bras. Je ne voulais pas te faire de peine. C'est juste que j'essaie de comprendre ce qui nous arrive. Elle passa une main dans les cheveux bouclés du garçon. Il leva la tête vers elle, le regard suppliant. Tu promets de ne rien répéter? Hein? Lui demanda-t-il. De toute façon, à qui je pourrais raconter tout ça? Répondit-elle en haussant les épaules. Il émit un léger sourire. Tu n'as pas beaucoup d'amis. Non, effectivement, avoua-t-elle. Et tu as de la famille? Oui, un oncle et une tante qui vivent sur Befsal. Elle se remit lentement debout. Je crois qu'il est temps d'aller leur dire bonjour. Je ne les ai pas vus depuis des mois, et puis, je ne sais pas quoi faire d'autre. Elle laissa Lige terminer de ranger ses affaires et revint dans le salon. Elle s'affaissa de tout son poids sur le divan, comme si, tout à coup, elle ne possédait plus la force de se tenir debout. Vin, appela-t-elle d'une voix lasse. Oui, répondit l'ordinateur de bord. Calcule le trajet pour aller sur Befsal. On décolle dès que tu as fini. Bien compris. Elle se prit la tête dans les mains et soupira bruyamment. Pourquoi moi? S'écria-t-elle à haute voix. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser le sens de votre question? Demanda l'ordinateur de bord. Non, Vin, répondit-elle. Ce n'est pas à toi que je posais cette question. Je me parle à moi-même. Je possède un module de psychologie humaine, expliqua-t-il. Si vous le souhaitez, nous pouvons discuter de vos problèmes. Elle éclata soudainement de rire. C'était le comble. Son ordinateur de bord jouait les psychologues maintenant. Non, ça va, Vin, répondit-elle en se sentant étrangement soulagée. Je ne suis pas en train de devenir folle. Je suis juste un peu tendue. Occupe-toi de tes calculs, et moi, je prends en charge mes soucis. Bien compris, dit l'ordinateur sans insister. Ils arrivèrent à destination plusieurs heures plus tard. Sur Befsal, le carnaval de la vie battait son plein. Montés sur des chars multicolores, des femmes et des hommes, déguisés en fleurs ou en animaux, jetaient des confettis aux spectateurs massés sur les bords des avenues. Les musiques, diffusées sur les véhicules, s'entremêlaient en une joyeuse cacophonie sur laquelle les gens dansaient. La plupart étaient grimés et ils arboraient tous de vives couleurs. Le carnaval célébrait la fin de la saison froide et le début plein de promesses de la saison chaude où la nature revenait à la vie. Nadioska, penchée à l'une des fenêtres de l'appartement de son oncle, observait la foule bigarrée. Eliane et Dulcinea habitaient un logement simple dans un petit immeuble proche du centre-ville. Ils avaient été ravis de la voir après si longtemps. Sa tante l'avait même serrée si fort que Nadioska en avait eu le souffle coupé.
Lorsqu'ils avaient aperçu Lige, plus ou moins caché derrière la jeune femme, ils avaient eu un instant d'hésitation. Elle n'avait pas su se décider entre leur expliquer ce qu'il s'était passé ou bien leur inventer un stupide mensonge. « J'ai des problèmes », avait-elle fini par leur dire tout simplement. « Viens nous raconter ça devant une tasse de thé », avait répondu Dulcinea en la poussant à l'intérieur de l'appartement. Pendant que son oncle et sa tante s'affairaient à préparer une collation titanesque, la jeune femme contemplait la foule joyeuse qui fêtait le carnaval de la vie dans la rue juste sous ses fenêtres. Lige s'était approchée, debout sur la pointe des pieds pour mieux voir ce qu'il se passait en bas, observait le défilé de chars avec curiosité. « Qu'est-ce que tu vas leur dire ?» lui demanda-t-il sans quitter du regard un char décoré d'une multitude de grosses fleurs jaunes et roses. « La vérité, je pense, » répondit-elle. « Ils constituent ma seule famille, tu sais. Je ne m'imagine pas leur raconter n'importe quoi. » Il retourna son attention vers Nadioska. « Et tes parents ?» interrogea-t-il avec curiosité. « Ils sont décédés. »« Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» ?»« Il y a 10 ans de cela, il y a eu un tremblement de terre, » expliqua-t-elle. « Ils sont morts dans les décombres de notre maison. Je me trouvais juste à quelques mètres d'eux et je n'ai rien eu, c'est bien étrange la vie. » « Ah, d'accord, » murmura le garçon. Les sourcils froncés et le regard fixé sur le sol de l'appartement, il sembla réfléchir intensément pendant plusieurs secondes. « Normal, » affirma-t-il finalement. « Normal », s'exclama Nadioska en se tournant vivement vers lui. La porte du salon s'ouvrit et Dulcinea entra en portant un plateau qui disparaissait sous une multitude de gâteaux. Les yeux de Lige s'agrandirent subitement, fascinés par l'abondance de ce goûter. Eliane s'avança à son tour en amenant tasse et théière. « Asseyez-vous donc, mes enfants, » dit Dulcinea en présentant des sièges. « Bois-tu du thé ou bien préférerais-tu un jus de fruits ?» demanda-t-elle à Lige. « Un jus de fruits, s'il vous plaît, madame, » répondit-il. « Oh, qu'il est mignon ! Tu as vu comme il est poli » s'exclama-t-elle en se tournant vers son mari. « Effectivement, » confirma Eliane. « Comment t'appelles-tu mon garçon ?»« Lige, monsieur. »« Et d'où viens-tu, Lige ?» Le garçon jeta un coup d'œil interrogateur à Nadioska, cette dernière décida alors de prendre la parole. Pendant que son protégé engloutissait des gâteaux sous les encouragements répétés de Dulcinea, elle raconta en détail les événements qu'elle venait de vivre. « Je vois », finit par dire son oncle. « Nous avions entendu parler de l'affaire de Caxido, mais nous n'avions pas prêté attention au nom des cargos recherchés. Nous ignorions que tu faisais partie des personnes qui avaient réussi à partir. Cette histoire semble particulièrement grave, » affirma-t-il après avoir réalisé une petite pause. « Sais-tu que cela fait bien longtemps qu'un événement pareil ne s'était pas produit dans la Confédération ? » Des centaines d'années, je crois, avança la jeune femme. Plus que cela. Je ne suis pas sûre que tu doives suivre les conseils de l'homme que tu as rencontré. Mieux vaudrait que tu ailles voir l'APC. Explique-leur ta situation. Tu n'as rien à te reprocher. Lige ouvrit de grands yeux et secoua la tête avec frénésie. Les joues gonflées par le gâteau qu'il mangeait l'empêchaient d'émettre le moindre mot. « Mon garçon, tu es un peu jeune pour comprendre ce qui se passe, » lui dit gentiment Eliane. « Crois-moi, » conseilla-t-il en s'adressant de nouveau à Nadioska. « Va voir l'APC. » Ton oncle a raison, renchérit Dulcinea. Quelle décision prendre sinon ? Plus tu attends, plus tu seras suspecté. L'APC a déjà lancé un avis de recherche. Pour l'instant, tu es simplement considéré comme témoin. Ça risque de ne pas durer. Va parler à l'APC, ma chérie. Lige avait cessé de manger et observait Nadioska, son petit visage étrangement grave. La jeune femme ne savait toujours pas quelle décision prendre. Le regard dans le vague, elle but quelques gorgées de son thé maintenant presque froid. Dehors, la population s'amusait, des pétards explosaient, des gens riaient, les chars continuaient de défiler en diffusant leur musique. Le soleil au rendez-vous incitait à la détente. Elle se tourna vers le garçon. « Tu veux faire une petite balade ?» lui demanda-t-elle. « Oui », répondit-il les yeux soudain emplis d'excitation. « Je prendrai ma décision au retour », dit-elle à l'intention d'Eliane et de Dulcinea. « Nous reviendrons dans 1 heure ou 2. »« Bien, ma chérie, » dit sa tante. « J'espère que tu prendras la bonne. »« Moi aussi », murmura Nadioska. Dehors,
La foule joyeuse dansait dans les rues en agitant les bras sur le passage des chars. Un peu à l'écart, mais pas trop loin tout de même, des vendeurs de sucreries et de fleurs proposaient leurs marchandises avec des sourires satisfaits. Le carnaval était l'occasion pour eux d'augmenter leur prix de façon significative. Nadioska tenait Lige par la main pour éviter de l'égarer au milieu de la cohue. Le garçon ouvrait de grands yeux émerveillés à la vue des chars multicolores. Il avait également été très impressionné par les énormes bonbons présentés sur les étals improvisés. La jeune femme, perdue dans ses pensées, ne faisait que peu attention au chaos ambiant, elle marchait au milieu des gens en esquivant machinalement les bousculades. Elle connaissait bien le carnaval et de toute façon, elle avait d'autres soucis en tête. Elle sortit brusquement de ses rêveries lorsque Lige se mit à sautiller sur place pour tenter d'apercevoir les détails d'un char encore plus beau. Il représentait un champ fleuri où avaient été disposés plusieurs animaux sculptés dans du sucre. Ils étaient si bien réussis que l'on aurait presque pu croire qu'ils étaient vivants. Des jeunes filles, déguisées en papillons, lançaient des bouquets à la foule. Les odeurs de fleurs et de confiserie se mêlaient agréablement dans l'air. Au milieu de ces effluves, Nadioska identifia un doux parfum fruité qu'elle se souvenait avoir déjà senti quelque part. Oui, elle le connaissait, mais pourquoi cette impression étrange ? Elle fouilla dans sa mémoire, fronçant les sourcils sous la concentration. Cette odeur, elle l'avait perçue pour la première fois très récemment. Elle sursauta. Bien sûr, pensa-t-elle, c'est le parfum qui entourait l'homme habillé en noir qui m'a interpellée sur. Soudain, elle sentit quelqu'un lui prendre le bras droit et la tirer en arrière. Maintenant toujours lige de la main gauche, elle fut entraînée contre son gré, sans être en mesure d'apercevoir qui pouvait bien lui faire subir ce mauvais traitement. Elle essaya de se débattre, mais ne parvint pas à se dégager de la poigne ferme. Tout en s'éloignant de la voie principale et alors que la foule devenait moins dense, elle réussit à voir le dos de l'individu qui l'agrippait. La silhouette était dissimulée par une grande cape noire dont la capuche lui recouvrait la tête. L'homme finit par la pousser, ainsi que Lige, vers une rue latérale totalement vide, alors qu'elle continuait à se rebeller pour se libérer de l'étreinte. « Arrêtez, lâchez-moi » cria-t-elle. Il se retourna brusquement et cette fois-ci, à la lumière du jour, elle put voir son visage. Il était jeune, possédait des traits fins et harmonieux, tandis que quelques mèches de cheveux noirs indisciplinés sortaient de dessous sa capuche. Ses yeux bleu-gris fixaient Nadioska avec une telle intensité que celle-ci se mit à tout à coup regarder le trottoir malgré elle. « Je vous avais conseillé de faire attention, » dit-il avec un ton de reproche dans la voix. « Ne voyez-vous pas que l'endroit grouille d'agents de la PC ?» Elle se retourna et observa l'artère principale où les chars continuaient de défiler. Là-bas, une foule dense et colorée s'agitait joyeusement. Nulle part on ne remarquait les uniformes bleu marine de la PC. Non, avoua-t-elle. Je ne les vois pas. Et alors ? De toute façon, ils n'ont pas mon signalement. Vous êtes naïve jeune fille, répliqua-t-il avec un sourire en coin. L'APC détient les moyens techniques et le pouvoir d'accéder à n'importe quelle banque de données. Il vous cherche. Vous devez partir immédiatement. Il fit une pause tout en continuant à la scruter avec insistance. Et puis, quelle brillante idée d'aller tout droit vers la seule famille que vous possédez, dit-il narquois. Vraiment. Il s'agit du dernier endroit où on penserait vous trouver. De nouveau, elle baissa le regard pour fixer le sol. Elle se sentait comme une petite fille en train d'être grondée. Mais qui était cet homme pour lui donner la moindre leçon ? Elle releva les yeux et l'observa à son tour d'un air de défi. « D'accord, dit-elle avec force. Je n'ai peut-être pas pris une décision très intelligente. Mais figurez-vous que j'ai assez peu l'habitude d'être recherchée par la PC. Et vous ? Je pourrais savoir comment vous avez eu accès à mes informations personnelles ? Vous êtes qui ? Et vous voulez quoi exactement ? » Un léger sourire apparut sur les lèvres de l'individu, mais qui s'effaça rapidement. Il jeta un coup d'œil vers la rue principale et fronça les sourcils. « Venez, » dit-il en agrippant de nouveau le bras de Nadioska. « Il ne faut pas demeurer ici. » « Et, attendez, » protesta-t-elle. « Si vous souhaitez rester en vie, jeune idiote, suivez-moi. » Malgré une certaine appréhension, quelque chose lui soufflait qu'elle pouvait lui faire confiance. Tout en se fustigeant intérieurement d'être si faible, elle abandonna toute résistance et se laissa entraîner par l'inconnu. Il les conduisit d'un pas vif auquel Lige avait du mal à s'adapter,
en se dirigeant vaguement vers l'astroport où elle avait posé le Vinestan. L'homme prenait soin d'éviter les grands axes de passage et de temps à autre, il jetait de rapides coups d'œil derrière lui. Nadioska l'observa en coin. Elle n'avait remarqué aucune menace. Pourquoi agissaient-ils comme s'ils étaient poursuivis ? Je ne vois vraiment pas pourquoi je vous suis, bougonna-t-elle au bout d'un moment. Il se tourna vers elle et abandonna tout à coup l'attitude inquiète qu'il affichait une seconde auparavant. Un immense sourire éclaira son visage. Vous me suivez parce que je suis tout bonnement irrésistible, affirma-t-il joyeusement. Allez, avouez-le. Stupéfaite par cette réponse, elle resta bouche bée, incapable de répliquer. Oui, je sais, enchaîna l'homme en s'amusant à adopter un ton suffisant, je fais souvent cet effet-là aux femmes. Ah, ça alors, s'écria Nadioska. Ce n'est pas la modestie qui vous étouffe. Il éclata de rire et lui adressa un clin d'œil malicieux. Puis-je au moins connaître votre nom ? Bougonna-t-elle. Je m'appelle Jade, ma petite, répondit-il en souriant. Ma petite, s'exclama-t-elle outrée. Il me semble que nous avons à peu près le même âge. Vous n'avez pas à m'appeler comme ça. Ah, il ne faut pas se fier aux apparences, dit-il en prenant des airs de grand sage. Car elles sont souvent trompeuses, mon enfant. Vraiment ? Et quel âge avez-vous donc ? Demanda-t-elle. Plus que vous ne le pensez, affirma-t-il avec un sourire radieux. Ils empruntèrent encore 2 nouvelles rues et arrivèrent en vue de l'astroport commercial. L'inconnu, redevenu sérieux, observait les alentours tout en marchant et continuait, de temps à autre, à jeter des coups d'œil derrière lui. Devant son attitude, Nadioska commençait à sentir une certaine nervosité monter en elle. Ils franchirent rapidement la porte sud-est de l'astroport. « Venez, dit-il. Il faut faire vite. L'APC se renseigne actuellement sur l'emplacement de votre cargo. » « Comment savez-vous cela ? Le questionna-t-elle. « Je le sais. C'est tout, répondit-il. Vous inventez tout ça pour me faire peur. » Non, dit-il en la regardant gravement. Je ne peux rien vous expliquer pour le moment. Je suis vraiment désolé. Il faut me faire confiance. Pour la première fois, elle sentit que l'homme était sincère. Il accéléra encore le pas et Lige dut courir pour suivre le rythme imposé. Ils empruntèrent le chemin le plus direct pour atteindre le hangar du Vinestan. Vous saviez où était mon cargo ? S'étonna-t-elle. Je vous observe depuis que vous avez quitté Caxido, lui répondit-il. Pourquoi ? Parce que je suis votre ange gardien, dit-il en retrouvant provisoirement son sourire malicieux. Elle haussa les épaules. N'importe quoi, ronchonna-t-elle. Arrivée au pied du cargo, elle posa sa main sur le capteur digital installé à droite du sas d'entrée. Une lumière apparut sur le senseur et après analyse de la paume de la jeune femme, le sas s'ouvrit. Lige entra en premier, Nadioska se tourna alors vers Jade dans le but de lui dire un éventuel « merci » et un « au revoir » certain. Lui regardait avec insistance le bout de l'allée, des hommes s'approchaient. Malgré la distance, elle remarqua qu'ils portaient les uniformes bleu marine des agents de l'APC. « Vite » dit Jade en la poussant à l'intérieur et en pénétrant à son tour dans le cargo. « Mais » protesta-t-elle. « Je vais vous conduire dans un endroit sûr. Si je ne prends pas les choses en main, vous allez finir par vous faire tuer bêtement. Allez, au poste de pilotage, jeune fille, insista-t-il. Et plus vite que ça, nous avons très peu de temps devant nous. » Il poussa Nadioska en avant. Elle soupira, renonçant à se battre, et ils se dirigèrent tous deux vers le cockpit. Lige s'était déjà assis sur le fauteuil du copilote et attendait bien sagement. Alors qu'elle s'installait à sa place habituelle, Jade posa une main sur l'un des haut-parleurs qui permettait de diffuser la voix synthétique de l'ordinateur de bord, juste au-dessus du siège du pilote. « Qu'est-ce que vous faites ? demanda-t-elle intriguée. Il ne répondit pas. Ses yeux étaient devenus fixes et il fronçait légèrement les sourcils comme s'il se concentrait sur quelque chose. « Coordonnées spatiales valides et acceptées » déclara Vin. « Comment ça » s'exclama Nadioska. « Mais je n'ai pas. » « Décoller » ordonna Jade. À travers la vitre du cockpit, il pouvait voir au dehors 2 hommes qui montraient le Vinestan du doigt. « Vin, décollage immédiat » annonça-t-elle comprenant qu'il ne fallait plus tergiverser.
Elle se tourna vers Jade, il se tenait debout derrière elle et fixait lui aussi les agents de l'APC. Ça y est, dit-elle avec des notes d'inquiétude dans la voix. Je pense que maintenant je suis officiellement dans l'illégalité. Bienvenue dans le club, s'exclama-t-il avec un grand sourire. Tandis que le Vinestan commençait à quitter le sol, elle vit l'un des agents prendre un intercom. Aïe, fit-elle machinalement. Il doit communiquer avec une navette en orbite. Ils en ont souvent qui patrouillent. Vin, passage en pilotage manuel. Asseyez-vous Jade, ça va secouer. Vous pilotez en manuel, demanda-t-il étonné. Oui, s'exclama Lige avec joie, et elle se débrouille super bien. Très intéressant, murmura-t-il avec un léger sourire. Tiens, dit Nadioska. Une chose que vous ne connaissiez pas à mon sujet, monsieur je sais tout ? Malgré le sérieux de la situation, il éclata de rire en se plaçant sur le siège qui se trouvait derrière elle. Dehors, le ciel bleu commençait peu à peu à s'effacer au profit du velours noir de l'espace. Elle jeta un coup d'œil à ses écrans de contrôle, son cœur battait rapidement. N'était-elle pas en train de réaliser une grosse bêtise ? De toute façon, c'était presque déjà trop tard. Vaisseau d'interception APC en approche, déclara Vin. Bien, dit-elle avec résignation. On va voir si je peux le semer. Tu vas y arriver, annonça Lige confiant. Concentrée sur son pilotage, elle ne releva pas sa réplique. Elle fit tout à coup plonger le Vinestan et lorsque la navette de l'APC se fut adaptée à sa nouvelle trajectoire, elle effectua une brutale remontée pour la contourner en la frôlant au plus près. Les systèmes de protection du vaisseau de l'APC se mirent aussitôt en route et il calcula automatiquement un trajet de crise visant à s'éloigner au plus vite du cargo pour éviter toute collision. Parfait, s'exclama-t-elle. Bien plus simple que prévu. Maintenant, Vinon quitte cet endroit rapidement. Effectue le saut dès que possible. Bien compris, affirma l'ordinateur de bord. Elle se retourna vers Jade, il l'observait avec intérêt, un sourire mystérieux sur les lèvres. Pouvez-vous me dire où nous allons ? demanda-t-elle. Chez un ami. Je suis contente, s'exclama-t-elle narquoise. Je suis beaucoup plus avancée à présent. Trop en savoir peut se révéler dangereux, répliqua-t-il avec un petit rire moqueur. En réponse, elle lui lança un regard désapprobateur. Le Vinestan effectua le saut dans l'hyperespace, laissant la navette de l'APC sur place. Maintenant on est tranquille, annonça-t-elle. Il n'y a aucun moyen pour un vaisseau d'en poursuivre un autre lorsque celui-ci a sauté dans l'hyperespace, à moins bien sûr de connaître à l'avance les coordonnées de son arrivée. Donc, nous avons plusieurs heures devant nous, commença Jade. Oui, coupa Nadioska. Pour discuter, vous avez des explications à me fournir, il me semble. Tandis qu'il souriait mystérieusement, Lige comprit que la suite des événements n'allait pas trop le concerner. Il partit donc dans sa chambre pour prendre l'ordi-livre que lui avait offert Nadioska avant de s'installer dans le jardin qui se situait au niveau le plus élevé du cargo pour y lire tranquillement son histoire. Pendant ce temps, Nadioska conduisit son énigmatique passager vers le salon, bien décidé à en apprendre plus sur lui, ses motivations et ses différentes intentions. Il enleva sa cape et la jeta avec négligence sur le canapé. Il était entièrement habillé de noir, avec une large chemise bouffante à moitié sortie de son pantalon, et des bottes montantes jusqu'aux genoux. De longs cheveux ébènes complètement ébouriffés lui descendaient presque jusqu'à la taille. Eh bien, voilà une coiffure inhabituelle pour un homme, s'exclama Nadioska. Jade lui envoya un autre de ses sourires provocateurs. Sur ma planète, répliqua-t-il d'un air joyeux, nous n'avons ni mode ni préjugés quant aux coiffures ou aux vêtements. Où se trouve cette planète ? demanda-t-elle avec curiosité. Ça, ma jeune demoiselle, je n'ai pas l'intention de vous le dire. Ah, non, explosa-t-elle. Vous débarquez de je ne sais où, vous m'expliquez que je suis en danger, vous me conduisez dans un endroit que j'ignore, vous ne répondez à aucune de mes questions. En gros, je dois vous obéir en silence et je devrais trouver ça normal ? Il redevint sérieux et la regarda avec un air sincèrement navré. Je suis désolé, dit-il avec regret. Je comprends que tout cela ne semble pas facile à accepter. Je vous demande juste de me faire confiance. Je compte pouvoir vous expliquer certaines choses dans les heures à venir, mais cela ne dépend pas exclusivement de moi. Elle le dévisagea en espérant repérer des détails qui allaient lui permettre de savoir s'il racontait ou non la vérité.
Pour une fois, il paraissait sérieux et sincère, difficile de croire qu'il avait réalisé tout ça dans le but unique de l'attirer dans un quelconque piège. Bien, fit-elle dépitée. On va dire que je vous fais confiance. Jade s'affala sur le canapé comme s'il se trouvait chez lui et remarqua un livre-feuille ouvert posé sur la petite table basse. Il le prit et en examina la couverture. Ah, les fantômes de la constellation d'Ulysse, dit-il. Parfait. Pourquoi parfait ? Questionna Nadioska en s'asseyant dans un fauteuil. Oh pour rien. C'est juste un bon livre. Ah oui, continua-t-elle suspicieuse. Il releva les yeux vers elle et son sourire réapparut, ce qui eut pour effet de sérieusement agacer Nadioska. J'ai réellement l'impression que vous passez votre temps à vous payer ma tête, affirma-t-elle d'un ton sec. C'est énervant à la fin. Mais non, fit Jade. Il s'agit de ma nature, et puis, je vous trouve sympathique. Elle se contenta de s'enfoncer dans son fauteuil, une moue prononcée sur le visage. Où allons-nous ? Demanda-t-elle au bout d'un moment, espérant obtenir cette fois-ci une réponse en bonne et due forme. Chez un ami, dit Jade de façon laconique. Il possède un astroport privé. Vraiment ? S'exclama-t-elle. Il détient autant d'argent ? Oui, il tient sa fortune de sa famille, expliqua-t-il les yeux perdus dans le vague. Il est le seul héritier d'une longue lignée d'artistes. Lui-même ne possède pas de don artistique particulier, mais il chérit l'art plus que tout. Il fit une pause, les yeux toujours dans le vague. Il s'agit de quelqu'un de très bien, reprit-il. On peut avoir confiance. Son attention revint alors vers Nadioska. Mais, dites-moi, jeune fille, où avez-vous appris à piloter comme ça ? Sur Malp, à l'Académie des pilotes, répondit-elle en se détendant légèrement. J'aimais bien les cours de pilotage manuel. Avec un groupe d'amis, le soir après les cours, on allait souvent se distraire dans le simulateur. Et vous étiez bonne ? Demanda-t-il. Je suis virtuellement morte 407 fois. Ouah ! S'exclama-t-il en riant. Et sur un total de combien de séances ? 407, répondit Nadioska en pouffant à son tour. J'aimais bien tenter de nouvelles manœuvres et m'amuser. Il ne s'agissait que d'un simple simulateur. Je ne ferai jamais ça dans la vraie vie. J'espère bien, répliqua Jade. Ou alors, prévenez-moi avant pour que je puisse descendre et prendre un autre vaisseau. Rassurez-vous. J'ai quand même une mention « excellent » en pilotage manuel, ajouta-t-elle sans dissimuler une certaine fierté. Plutôt rare, dit-il sur un ton appréciateur. D'après ce que je sais, la plupart des élèves n'aiment pas le pilotage manuel. Il possède une très mauvaise réputation, avoua-t-elle. On ne l'utilise qu'en cas d'avarie grave de l'ordinateur de bord, ou bien chez les pirates marchands. En tant qu'aspirant, il est obligatoire de passer un test en simulateur. L'académie ne donne pas le diplôme si on échoue à ce test. Un pilote doit se révéler apte à maîtriser son vaisseau même sans ordinateur de bord, mais personne n'aime envisager qu'à un moment donné il puisse en être privé. Nous ne sommes pas capables de calculer les sauts dans l'hyperespace sans eux. Le pilotage manuel ne sert vraiment qu'à éviter les plus gros désastres, comme essayer d'atterrir en catastrophe par exemple. Ou bien esquiver les navettes de l'APC, ajouta Jade sur un ton espiègle. Oui, aussi, répondit-elle en souriant. Il paraît que les pirates l'utilisent beaucoup. Un humain possède plus de facilité à berner un ordinateur que l'inverse. Et oui, dit-il joyeusement. Comme je le dis toujours, nous sommes supérieurs aux machines. Un silence s'établit, pendant lequel Jade observa Nadioska avec un léger sourire aux lèvres. Vous pourriez travailler pour les pirates, affirma-t-il enfin. Non, répondit-elle avec détermination. Pourquoi donc ? Je suis persuadée que vous feriez un grand pirate. Hors de question, s'exclama-t-elle sur un ton sans équivoque. Je ne comprends pas votre réticence, insista-t-il. Il y a des gens très bien parmi eux. Vous en connaissez ? Demanda-t-elle. Oui, ma chère, affirma-t-il. Je connais beaucoup de monde, et dans mon cercle d'amis, il y a quelques membres de la confrérie. Ça ne m'intéresse pas. Bien, bien. Mais si jamais vous changez d'avis, je peux faire quelque chose pour vous, ajouta-t-il en lui décochant un étrange sourire charmeur. Nadioska, surprise, se demanda si cette phrase ne contenait pas un sens caché, mais elle rejeta rapidement cette hypothèse. Cet homme possédait une fâcheuse tendance à tout tourner en dérision.
Il ne fallait pas trop faire attention. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de trouver qu'il y avait quelque chose de sympathique chez lui. Perturbée par cette pensée, elle décida de changer de sujet. « Quand sommes-nous censés arriver chez votre ami ?» interrogea-t-elle. « Dans une trentaine d'heures environ », répondit-il. « Dans ce cas, je vais vous préparer une chambre. Je vais vous aider. »« Non, ça va aller », répliqua-t-elle sur un ton sans appel. Elle préférait profiter de l'occasion pour rester un peu seule et réfléchir. Elle avait vécu en solitaire sur son cargo pendant les 3 dernières années, et maintenant voilà qu'elle partageait ses appartements avec 2 parfaits inconnus. Bien sûr, il devait y avoir pire comme compagnie, mais tout de même, ces jours passés s'étaient révélés riches en émotions, et elle aspirait à un peu de tranquillité et d'isolement. Elle prépara une 3e chambre. Le Vinestan n'en possédait que 4, et elle se prit à penser que si elle récupérait d'autres personnes lors de ses prochaines escales, il lui faudrait les installer dans le salon ou le jardin. Elle ne put s'abstenir de sourire machinalement. Elle ignorait ce que l'avenir allait lui réserver, mais une voix au fond d'elle lui susurrait qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Bien que les derniers événements s'étaient révélés particulièrement inhabituels, elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine sérénité, un sentiment totalement illogique au vu des circonstances et qu'elle se sentait incapable d'expliquer. Par contre, il existait une chose dont elle ne doutait pas, son train-train de petite marchande était terminé. Les feux, qui brûlaient dans les brassereaux, renvoyaient des lueurs dansantes sur les hauts murs de pierre blanche donnant l'impression que les sculptures, qui en décoraient chacun d'entre eux, bougeaient et possédaient une vie propre. La double porte s'ouvrit et le lieutenant en armure bleue entra. Il traversa la salle en fixant le bas-relief en bronze qui se situait derrière le trône, évitant ainsi de croiser le regard implacable de son maître. « Seigneur, dit-il en s'agenouillant, nous avons éliminé 2 des 3 cargos, mais le 3e, piloté par une femme, a réussi à s'échapper. »« Comment cela est-il possible ?» demanda sèchement le noble en observant froidement son subalterne. « Un homme l'a aidé » répondit ce dernier en regardant le solde aller avec insistance. « Nous ignorons qui il est. Les bases de données de l'APC ne contiennent pas sa présence. »« C'est inadmissible, lieutenant !» hurla le noble dont le beau visage se déformait sous la colère. « Je veux que vous abattiez cette femme au plus vite. »« Oui, Seigneur. »« Et n'échouez pas une seconde fois, » ajouta-t-il d'une voix glaciale. « Non, Seigneur, » répondit le lieutenant en se relevant avec lenteur.